Odile le podcast, une production de la plateforme francophone de lutte contre la désinformation, une collaboration entre l'Organisation internationale de la francophonie et Check First, avec Guillaume Custer et Floriane Marinier. Odile le podcast, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre les désordres de l'information dans l'espace francophone. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Odile le podcast. Bonjour Floriane. Bonjour Guillaume. Vous avez probablement déjà entendu des bêtises du genre « le réchauffement climatique, ça n'existe pas » ou « le gaz de schiste, c'est une énergie propre », etc. etc. Ça s'appelle de la désinformation climatique et environnementale, et comme tout type de désinformation, elle existe pour tenter de manipuler les opinions et servir les intérêts de certains. Et nous évoquerons ce sujet en profondeur aujourd'hui avec Maïssa Sandli, qui a fondé depuis la Tunisie le média Blue TN, un acteur qui lutte contre les désordres de l'information climatique, entre autres, en adoptant des méthodes efficaces sur les réseaux sociaux. On écoute un extrait. Pourquoi c'est efficace ce qu'on fait? C'est parce que c'est un mélange entre l'humour, la satire, la science, les références populaires et la subtilité journalistique. Mais avant ça, faisons un tour d'horizon de l'info et de la lutte contre les désordres de l'information. Et en parlant de désinformation climatique, l'ONG Science Feedback a justement lancé un radar sur le sujet sous forme d'infolettres. Chaque mois, ses abonnés francophones vont recevoir dans leur boîte courriel un décompte mensuel des fausses informations sur le climat diffusées à la radio et à la télévision française. Et on continue avec une initiative super ludique de Cartooning for Peace et Africa Check qui ont sorti un guide de fact-checking à destination du grand public et des journalistes du continent africain. En plus d'être très complet, il est illustré par des dessinateurs du monde entier et donc il peut servir de base pour quiconque s'intéresse à la vérification des faits. Une coopération transcontinentale pour combattre la désinformation, c'est possible. Le média polonais Prawda a coopéré avec PesaCheck, la plateforme africaine de fact-checking portée par Code for Africa et membre d'Odile. Ils se sont attaqués ensemble dans la désinformation sur les vaccins, les discours de haine sur les réfugiés ou encore les campagnes d'ingérence russe. Pour tout savoir sur comment ils ont fait, rendez-vous sur le site du Réseau international des fact-checkers à retrouver dans les notes d'épisode. Sans filtre, tout croire, détrompez-vous. C'est le nom de la nouvelle campagne nationale contre la désinformation lancée par l'Organisation internationale de la francophonie avec l'UNESCO et le ministère de l'Information du Liban. Cette campagne s'inscrit dans un partenariat pour promouvoir l'éducation aux médias et à l'information et renforcer la résilience face à la désinformation. Maïssa Sandli, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Floriane, merci Odile pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté de nous parler de désinformation climatique, qui est un sujet auquel on ne prête pas forcément une attention régulière, parce que quand on pense à la désinformation, on pense souvent à l'influence étrangère, à des questions de politique, d'économie, etc. On va peut-être commencer par le début et définir ce que c'est que la désinformation climatique avant de rentrer dans le détail. C'est quoi la désinformation climatique ? Alors c'est généralement la diffusion, que ce soit volontaire ou involontaire de fausses informations concernant le changement climatique ou une information climatique ou un enjeu environnemental, que ce soit par mauvaise ou bonne intention ou par ignorance ou pour protéger certains intérêts politiques et économiques. Et cela peut aller du déni pur, prétendre que le réchauffement climatique est une invention, n'existe pas. Le réchauffement climatique, c'est juste un phénomène naturel. Le réchauffement climatique, il n'y a pas un consensus sur le changement climatique. Il y a aussi certaines personnes qui disent que le climat de la Terre a toujours changé. Ce n'est pas donc inquiétant. C'est un cycle naturel qui existait depuis des siècles. Que la technologie va nous sauver, il n'est pas donc très nécessaire d'agir maintenant. Il y aura des drones, il y aura des satellites un peu partout, ne vous inquiétez pas. Le changement climatique, il y a l'origine, c'est pas certainement humaine, c'est tout à fait un cycle naturel. Donc tout ça, c'est généralement alimenté que ce soit par des influenceurs, des politiciens, des journalistes, et des groupes économiques grands qui travaillent, des grands groupes économiques qui travaillent pour la protection de leurs intérêts politiques. Donc les acteurs ici sont multiples, comme je viens de dire. Il y a certains industriels polluants qui peuvent aller jusqu'à utiliser certaines études ou certains scientifiques et les payent pour
faire des fausses études sur le changement climatique pour dire qu'ils ne sont pas la cause originale de ce phénomène. Il y a des groupes de lobbying, il y a certains responsables politiques, il y a des présidents de certains pays, il y a même des influenceurs ou des médias peu scrupuleux qui diffusent la confusion, souvent pour protéger les intérêts économiques. Et elle peut aussi prendre des fois la forme de certaines campagnes massives, souvent bien orchestrées. Il y a un exemple que je me souviens, pendant des décennies, il y a des gérants pétroliers comme ExxonMobil, par exemple, qui ont financé des études pour semer la doute sur la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Et en fait, ça a continué jusqu'aujourd'hui. Il y a des groupes climato-sceptiques, par exemple en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour diffuser des fausses informations, notamment en expliquant que les énergies fossiles, les énergies renouvelables sont souvent plus polluantes que le charbon, ou par exemple la fonte de l'Arctique est un phénomène naturel et réversible. J'ai vu une fois, même en Australie, il y a des influenceurs qui font la promotion du charbon, qui mettent du charbon dans la cheminée pour dire que le charbon, il est bon et ça réchauffe la maison d'une façon naturelle. Et c'était une campagne de lobbying justement pour l'industrie de charbon. Donc, et aujourd'hui, ça s'aggrave de plus en plus parce qu'il y a l'IA qui émerge, l'émergence de l'IA, qui fait qu'on voit circuler certaines vidéos qui ne sont pas vraies, ce sont des fausses vidéos qui sont faites avec l'IA, et qui propagent et qui alimentent ce discours de désinformation climatique un peu partout dans le monde. D'accord. Merci beaucoup pour cette revue en détail de cette définition en détail de ce qu'est la désinformation climatique. Vous êtes fondatrice d'un média qui est spécialisé justement dans la lutte contre cette désinformation climatique et dans la sensibilisation au réchauffement climatique et aux dégâts environnementaux. Par rapport à tous ces dangers que vous venez de nous décrire, quel est votre rôle? En fait, comment vous faites pour contrer toutes ces désinformations? Alors nous, par exemple, on n'a pas beaucoup de désinformation climatique en Tunisie, mais on a plutôt des informations environnementales. C'est-à-dire, il y a eu des campagnes massives sur le requin en Tunisie. Il y a eu l'année dernière une campagne massive de chasse au requin, qui est un animal en danger aujourd'hui sur la liste rouge de l'IUCN. Et malheureusement, cette espèce est en danger aujourd'hui en Méditerranée et plus spécifiquement en Tunisie. Mais ailleurs, par exemple, je me rappelle un chroniqueur journaliste dans une radio la première radio en Tunisie la plus écoutée, et qui faisait partie d'un lobby de gaz de schiste, et qui a essayé de convaincre le grand public par l'importance du gaz de schiste pour notre pays, que c'est une énergie propre, euh, que ça pollue pas l'eau, ça ne demande pas une quantité énorme d'eau. Et chaque jour, dans la matinale, il faisait ce discours-là, mais de façon très subtile, très intelligente. Et il a essayé de faire passer cette information. Et ce que nous avons fait, c'était de faire des articles pour contredire ce discours-là, d'expliquer comment ces énergies fossiles sont très graves pour le pays, pour le monde entier, comment ils participent au changement climatique, mais aussi comment ce gaz de schiste en particulier, il n'est pas très bien pour notre pays en raison de la consommation excessive de l'eau et les fractions un peu très profondes dans l'eau qui fait que les gisements de l'eau soient très pollués. Donc, ça, c'était un exemple. Et ce que nous, on essaie, c'est de faire appel à des scientifiques, faire appel aux experts, faire appel aux gens qui connaissent vraiment la chose pour bien expliquer. On les coach avant l'interview pour que leur discours soit plus simple, plus proche du grand public, pour que tout le monde aille accès à l'information et à une information facile à comprendre. Mais justement, est-ce que c'est pas une des difficultés aussi de travailler dans la lutte contre la désinformation climatique ou environnementale? Parce que c'est assez facile de dire, bah si, regardez, il y a une étude, le gaz de schiste, c'est super pour reprendre cet exemple-là, il n'y a aucun problème pour l'environnement. On l'a vu dans plein d'autres exemples, hein, même penser à la cigarette, dans les questions sanitaires, par exemple. Euh,
À l'inverse, les consensus, alors ils sont évidemment aujourd'hui atteints sur la plupart des questions environnementales, mais parfois ils mettent du temps à se construire. Les discours sont complexes aussi. Il y a une certaine illisibilité des arguments scientifiques. Là, vous avez clairement l'ambition de vous adresser au grand public, donc de toucher les mêmes cibles, et vous jouez contre des gens qui sursimplifient, voire mentent. Et vous devez arriver avec des papiers académiques de 90 pages résumés en 25 secondes d'interview. C'est pas un peu compliqué tout ça? Justement, c'était un challenge et c'est le challenge pour lequel on a créé Bluetain. Bluetain, quand on l'a créé, c'était pour faire sortir les scientifiques du laboratoire, les études qui ont été faites et mieux expliquer ces études-là en langue locale, langage local, qui est le dialecte tunisien, qui est très différent de l'arabe, qui est un mélange entre l'espagnol, turc, espagnol, français, italien, amazigh. Donc, le challenge, c'était comment vulgariser ces informations-là, comment simplifier ces informations-là. Et on a réussi à le faire parce qu'on a utilisé des techniques qui sont inspirées du monde des neurosciences, monde de la communication, du monde de l'art, du cinéma, avec l'utilisation du langage populaire, de la culture populaire, les chansons, les films, tout ce qui était possible d'utiliser, on l'a utilisé à Buten pour justement faire que l'information environnementale soit plus facile à comprendre et la plus simple possible et que ça soit vraiment très subtil. On a eu même recours à des formats créatifs. Chaque année, on essaie d'inventer des formats créatifs qui sont plus adaptés à la Gen Z, aux réseaux sociaux aussi, et à la consommation, à la nouvelle consommation, à la tendance de la consommation des gens des Tunisiennes et des Tunisiens sur les réseaux sociaux. Et on essaie de s'adapter. Au début, quand on a commencé, c'était 100% article. Aujourd'hui, on est presque 100% vidéo. Et quand on a commencé les 100% vidéo, c'était des vidéos plus longues, c'était des vidéos de 3 4 minutes. Aujourd'hui, par exemple, Facebook, les vidéos de 3 4 minutes, il les écrase, l'algorithme, et fait qu'il détruit ces vidéos-là. Donc, on est allé vers des vidéos de 20 secondes, 30 secondes, maximum 1 minute 30. Et c'est assez frustrant, mais on essaie de faire de notre mieux avec les experts, surtout Kérim, qui est le cofondateur, c'est un anthropologue, c'est un docteur en anthropologie et un expert en communication. Donc, on essaie toujours de faire appel à des techniques, à des experts pour justement simplifier l'information. Alors justement, on va écouter un extrait d'une de vos vidéos pour qu'on se rende compte de ce à quoi ça ressemble. في زمان سيدي بوشري ولوح يحكيوا على بنية يقولوا لها حبيبة. صح عزيز. Donc là, on vient tout juste d'entendre un extrait de ce que vous produisez. Qu'est-ce qui va rendre ça efficace pour le grand public? Pourquoi c'est efficace ce qu'on fait? C'est parce que c'est un mélange entre l'humour, la satire, la science, les références populaires et la subtilité journalistique. Donc, et aussi la magie de la langue, la magie de vulgarisation dans la langue locale, dans le dialecte local. Donc, aussi, aussi à la partie graphique qui est très importante, c'est les effets sonores, les effets graphiques, c'est-à-dire, nous, on utilise souvent l'IA on fait appel à l'IA malheureusement et heureusement aussi, parce que ça remplace des fois des ressources. Mais on fait appel à l'IA pour faire des visuels attractifs, pour faire des graphiques très attractifs aussi pour le public. Donc, c'est tout ce mélange-là qui fait que l'année dernière, on a fait 10 millions de vues pour notre contenu de façon organique. Donc, il n'y a pas une recette magique, c'est juste un ensemble de techniques qui sont réunies dans une même vidéo. C'est effectivement assez impressionnant comme chiffre, et puis on peut peut-être le rappeler, vous avez 126 000 abonnés sur votre page Facebook, qui est un réseau social qui est très utilisé en Tunisie, 7 000 sur TikTok, qui est un réseau émergent, comme beaucoup sur le continent africain. Il y a un exemple français assez intéressant avec une proposition de loi qui a été déposée mais qui n'est pas passée encore, qui proposait le fait de mettre des quotas sur la couverture journalistique pendant les campagnes électorales sur les questions climatiques. Est-ce que c'est une question ou un chemin qui vous semble intéressant, le fait de un peu forcer la marche en disant les citoyens ont le droit
euh, au moment où on choisit ceux qui vont nous gouverner, d'avoir leur quota d'informations climatiques justes. Bon, c'est une question délicate, franchement. Donc, parce que en même temps, tu as la liberté de la presse qui est essentielle. Mais, je pense dans certains cas, comme la désinformation climatique qui nuit à l'intérêt général, heu, il faut un cadre légal pour que ça soit utile et pour que ça soit pas dangereux pour le grand public. Donc la proposition de la française, je pense, elle ouvre une réflexion intéressante, de rappeler que le consensus scientifique, il est important et exiger une couverture minimale pendant les campagnes électorales, heu, pourrait, forcer une forme de responsabilisation des médias pour que les médias soient plus responsables, plus engagés, pour ne plus voir, certains cas se répètent, comme par exemple, je me rappelle, si je ne me trompe pas sur, Radio Europe 1, il y avait des discours un peu climato-sceptiques et un déni, et la minimisation de l'impact du changement climatique. Et une fois, Marion Maréchal qui a déclaré à la télé que contre tout consensus scientifique, le seul débat qui existe, et je crois que personne ne l'a véritablement tranché, pas même les experts, de savoir quelle est la part de la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique. Donc, je pense que la nouvelle loi, elle œuvre pour que ce genre de discours ne soit pas visible dans les médias, surtout pendant les élections, les campagnes électorales. Mais je pense qu'il faut que ça soit très bien fait, d'une façon à ne pas toucher à la liberté de presse, de la presse, ne pas toucher à les libertés d'expression et ne pas toucher l'indépendance des médias. Donc, je trouve que c'est une arme à double tranchant. Au même temps, pour garantir une information fiable, pour protéger la sécurité informationnelle du public, mais aussi c'est ne pas toucher l'indépendance des médias. Donc, que ça soit bien ficelé, je pense. Message bien reçu. On rappelle simplement qu'en France, c'était une proposition de loi, hein, c'est pas devenu loi pour l'instant, mais en Tunisie, il existe une loi anti-fake news qui est aussi malheureusement utilisée parfois pour bâillonner les voix dissidentes. Justement, ouais. Justement, je veux pas, en tout cas, je l'espère pas pour la France, que ce qui est arrivé en Tunisie se répète aussi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut bien que ça soit bien ficelé et faire très attention pour que ça touche pas à l'indépendance et que ça soit pas utilisé autrement par les politiciens ou par quelqu'un qui n'aime pas, certains discours ou bien qui a des intérêts économiques et politiques, contre ce discours, contre les médias. Donc ça peut être utilisé contre les médias, donc peut-être pas une loi, mais plutôt, ça, une une pratique qui doit être appliquée, respectée, une charte peut-être qui doit être signée par tous les médias, avec, comme nous en Tunisie, on a la Haïka, avec une instance qui, heu, contrôle un peu ce qui concerne les informations climatiques et qui fait appel aux médias qui ne respectent pas cette charte pour justement rectifier ce discours-là et pour que ça soit vraiment très équilibré. Justement, puisqu'on parle d'institutions, récemment, on a eu, l'UNESCO, l'ONU, le gouvernement brésilien qui ont créé une initiative globale pour l'intégrité de l'information sur le changement climatique et il y a certains résultats de cette initiative qui vont être présentés à la COP 30, en novembre, prochain. À votre avis, est-ce que c'est une bonne initiative? Que peuvent faire les pouvoirs publics et les institutions pour aider à contrer, la désinformation climatique et soutenir les médias spécialisés? C'est une question en fait un peu impossible à répondre parce que on sait honnêtement que les intérêts économiques et les politiques gagnent toujours généralement contre les causes humaines et les causes environnementales malheureusement. Donc, je pense que si les politiciens ou bien les décideurs, s'il y a une chose à faire, qu'ils peuvent faire pour contredire la désinformation climatique et environnementale et protéger l'environnement, c'est de mettre à côté leurs propres intérêts économiques et politiques et privilégier l'intérêt de la nature en premier lieu et la sécurité de leur peuple
contre tout intérêt économique et politique. Pour terminer, justement, quand vous parlez aussi de cette balance de pouvoir entre des intérêts économiques, souvent on parle d'exploitation dans le domaine de l'énergie, où on va vouloir déterrer des trucs pas forcément très sympas pour l'environnement, ou de la production industrielle qui, elle aussi, est dommageable à la nature. Est-ce que vous voyez une évolution possible, en fait, par la sensibilisation de la population? Parce que très souvent, par exemple, aux États-Unis, dans les années 70, les industriels ont réussi à changer l'expression réchauffement climatique en disant changement climatique et en mettant la responsabilité sur le consommateur, en disant c'est vous, par vos choix de consommation, qui allez dicter l'avenir de la planète et pas du tout la restriction par la régulation des industries polluantes. Donc, est-ce que vous pensez que votre travail, le fait de sensibiliser la population, ça peut amener une situation politique où ces questions sont plus examinées avec plus de soin par les gens qui sont au pouvoir? Merci. Ouais, vraiment merci pour cet exemple parce que je le donne à chaque fois que, quand je parle à quelqu'un en ce qui concerne justement la propagande et comment ils ont fait justement pour changer le mot réchauffement en changement pour dire que parce qu'un changement peut être négatif comme peut être positif. Donc, dire que c'est juste un changement climatique, ça peut être aussi naturel. Donc, vraiment merci pour cet exemple. Et moi actuellement, en tout cas à Blue Ocean, on l'appelle crise climatique, parce qu'on n'est plus dans le changement ni le réchauffement, on est face à une crise. Et je pense que oui, la sensibilisation du grand public, des politiciens aussi, des décideurs aussi, peuvent mener à quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, en Tunisie, on voit que les activistes environnementaux, même si aujourd'hui, on voit des arrestations des activistes environnementaux, mais on voit aussi une conscience commune euh, au sein du peuple tunisien en ce qui concerne leurs droits environnementaux. Donc, il y a une conscience aussi qu'ils peuvent porter plainte contre les institutions, que ce soit étatiques, donc gouvernementales, ou ou des entreprises privées, pour revendiquer leurs droits environnementaux. Donc, je pense que le chemin de la sensibilisation, il est efficace, mais ça prend du temps. Et parce que le changement de comportement et le changement des politiques publiques et de la conscience, on va dire, globale, ça prend du temps. Mais je pense qu'avec les nouvelles générations, ça va changer énormément. On voit une conscience, une sensibilisation qui s'accroît, qui est très différente de l'ancienne génération de nos parents. Et je vois un avenir encore plus positif, encore plus positif, pardon, pour les générations futures en ce qui concerne leur conscience et leur sensibilisation à l'environnement. Et je pense que ça peut mener aussi à changer les politiques publiques de certains pays. À notre tour de vous remercier pour l'inspiration que vous avez pu donner aux auditeurs qui sont aussi des membres de la communauté qui luttent contre la désinformation à tous les étages, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que beaucoup sont concentrés sur la désinformation politique et l'influence étrangère, et c'est très important de le faire, mais cette thématique environnementale mérite également toute leur attention. Merci beaucoup, Maïssa Sandli. Merci à vous, merci Guillaume, merci Floriane pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir de vous parler, mais surtout, la désinformation climatique, elle vise généralement à semer la doute dans l'opinion publique, discréditer la science, retarder les politiques de transition au service d'intérêts industriels, économiques et idéologiques. Mais si on garde notre bienveillance, notre résistance climatique et notre résistance de sensibilisation, on va arriver à contredire cette désinformation climatique. Merci beaucoup. Merci à vous. Retrouvez Odile le podcast sur toutes vos plateformes de podcast favorites. Et n'hésitez pas d'ailleurs à y laisser vos notes et commentaires, ça aide vraiment la diffusion du podcast. Retrouvez l'ensemble de l'actualité de la lutte contre les désordres de l'information sur odile.org, odil.org.